Merci à toutes et à tous pour une table ronde qui va être une table ronde, si ce n'est de synthèse, mais en tout cas de questions. Et c'est peut-être la grande question finalement de cette seconde édition du Printemps des technologies. Intelligence artificielle entre mythe et réalité. Alors on va en effet s'interroger sur ce que charrie aussi parfois comme fantasme cette innovation technologique, mais aussi ce qu'elle dit sur notre réalité, à la fois politique, sociale et économique. Et je suis très heureux d'accueillir autour de moi un panel qui, me semble-t-il, va nous permettre d'aborder à travers des points de vue différents et des trajectoires différentes peut-être l'ensemble du problème, certes pas de manière exhaustive, mais en tout cas vous apporter un éclairage qui permettra peut-être de mieux comprendre en effet ce sujet. Alors avec une scientifique, un industriel et un philosophe, on a besoin en effet de l'ensemble de ces ressources intellectuelles pour essayer de comprendre les grands enjeux qui sont ceux de l'intelligence artificielle. À ma gauche, vous la connaissez parce qu'elle vient régulièrement maintenant à Saint-Raphaël, c'est notre présidente du comité scientifique, d'ailleurs de la revue politique et parlementaire, physicienne, je tiens à le dire, parce que c'est, je crois, sa raison principale qu'elle met souvent en avant, ancienne présidente directrice générale du CNRS, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, Catherine Bréchignac. À ma droite, tout à fait à ma droite, un philosophe, mais qui connaît très bien, vous allez vous en apercevoir, le milieu de l'industrie, qui est aussi professeur de sciences de l'information et de la communication, Pierre Mussot, qui est un spécialiste de Saint-Simon, dont on commémorera, je crois, le 200e anniversaire de la mort cette année, qui a beaucoup écrit sur Saint-Simon, qui a publié un livre sur la religion industrielle, qui a aussi publié il y a quelques années un livre que je recommande tout particulièrement, enfin je les recommande tous, hein, mais qui s'intitule « Le temps de l'État-entreprise », qui est un livre qui s'intéresse notamment au parcours politique de Silvio Berlusconi, de Donald Trump et de Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy aussi. Voilà, donc un vaste panorama politique. Et juste à côté de moi, à ma droite, Sébastien Massard, qui est polytechnicien, ingénieur des mines, ancien conseiller industrie de François Hollande, et également, je crois, de l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, mais qui est aussi philosophe et qui est surtout aujourd'hui directeur de la stratégie chez Dassault Systèmes. Alors peut-être on va essayer de commencer par la dimension historique. Moi qui suis un littéraire et qui ai travaillé beaucoup avec les scientifiques, je considère que l'histoire est un moyen très souvent de rendre accessible parfois des notions complexes. Et quand même, on le voit bien à travers tous les débats que nous avons eus aujourd'hui, c'est que cette notion d'intelligence artificielle est quand même complexe. Peut-être essayer de comprendre l'histoire de cette intelligence artificielle. Et je me tourne tout de suite d'abord vers la scientifique, Catherine Bréchignac. Est-ce qu'on peut dater les préliminaires, si je puis dire, de l'intelligence artificielle? Bonsoir à tous. Alors, l'intelligence artificielle a commencé 3 siècles avant Jésus-Christ. Vous voyez. C'est déjà pas si mal. Vous ne vous y attendiez pas. Avec Euclide et son algorithme. Parce qu'on raconte que l'algorithme, ça vient des Arabes, etc. Non, le premier algorithme, c'est l'algorithme d'Euclide. Alors, que voulait faire Euclide? Euclide s'intéressait au nombre. Et il voulait chercher quel était le plus grand nombre qui en divisait 2. Par exemple, vous prenez 2 nombres et vous cherchez quel est ça s'appelle le PGCD, de ces 2 nombres. Alors, il a commencé par dire, bon, on va prendre le plus grand, le plus petit, et on va diviser le plus grand par le plus petit. Si le plus petit divise le plus grand, c'est le plus petit qui est le commun diviseur des 2 nombres. Bon, si ce n'est pas vrai, alors il y a dans la division euclidienne un reste. Et on recommence entre le dividende
et le reste, etc. Et on continue comme ça, avec le diviseur et le reste, pardon. Et on continue comme ça jusqu'au bout, jusqu'à trouver 0. Et 0, on dit, ben voilà, on a trouvé juste le nombre d'avant, que c'est celui-là qui divisait les deux nombres. Ça, c'est le premier algorithme. C'est un algorithme qu'on utilise toujours quand on fait des divisions. Si vous savez encore faire des divisions sans la petite calculette. Mais en tout cas, ce qu'on apprend à l'école quand on apprend la division, c'est ça. C'est l'algorithme d'Euclide. Alors l'algorithme d'Euclide, il est basé sur quelque chose qui est si, oui et non. On arrive en 1945. Ah. Parce que jusque-là, il n'y a rien eu d'autre. En 1945, arrive quoi? Le transistor. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un transistor? Un transistor, c'est un semi-conducteur. Et sur ce semi-conducteur, dans un semi-conducteur, le courant ne passe pas. Si vous polarisez ce semi-conducteur, si la polarisation est suffisamment grande, alors le courant passe. Si elle n'est pas, alors il ne passe pas. Donc vous avez aussi si, oui et non. Et ça va vous permettre de pouvoir faire des algorithmes numériques. Et c'est là la naissance réellement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Alors ensuite, on a compliqué l'histoire, évidemment, et on est arrivé à avoir des algorithmes plus complexes, avec une complexification des systèmes. Mais le principe est toujours là. Donc en fait, vous avez cet algorithme qui est fait si, oui ou non. Et pour que tout soit bien, on a oublié la base 10 pour les nombres et on les a appelés en base 0, 1. Alors 0, 1, c'est 1. 1, après vous avez 1, 0, c'est 2. Et puis après, pardon, 0, 0, c'est 0. 0, 1, c'est 1. Après, vous avez, pour 2, vous avez 1, 0. Pour 3, vous avez 1, 1. Pour 4, vous avez 1, 0, 0, etc., etc. Et vous avez comme ça des nombres qui sont des nombres binaires. Et c'est avec ces nombres binaires et l'algorithmique qu'on a créé l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle est réelle, puisque c'est entre mythe et réalité, puisque l'homme l'a créée, à partir du moment où il l'a créée, elle est réelle. Alors maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est un mythe? Alors d'abord, on se dit, qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Alors un mythe, c'est une histoire qui vient de l'imagination, qu'on se raconte à partir des faits réels au départ et qu'on imagine. Et donc, ce qu'on a appelé intelligence artificielle, à tort, parce que tout à l'heure, Bernard Meunier a raconté que intelligence, ça venait de l'anglais, et que l'anglais ne voulait pas dire intelligence en anglais, intelligence ne veut pas dire intelligence en français. Donc, on est parti sur quelque chose, une idée qui était fausse, une imagination qui était un peu fausse, et de cette imagination, on en a créé un mythe. Donc, l'intelligence artificielle est à la fois une réalité et un mythe. Alors, merci déjà pour ces premières précisions. Je me tourne tout de suite vers Pierre Musso, qui a beaucoup travaillé, lui, sur les imaginaires, et je passe ensuite la parole à Sébastien Massard. Parlons maintenant, j'allais dire, d'abord l'histoire récente de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu le cheminement de ces derniers développements sur ces 40 dernières années? Oui, alors, juste un détour, parce que je ferai presque de la surenchère par rapport à Catherine Michelet, mais je vais faire très vite. Ah oui. On pourrait aller à Aristote, non pas sur le calcul, mais sur le modèle technologique du corps humain. C'est lui qui invente, qui fait l'assimilation entre l'organisme vivant et la machine. Et ce modèle-là va traverser les siècles jusqu'à Kant. C'est-à-dire que l'inventeur de l'interface homme-machine, c'est Aristote. Mais il y a toujours eu ce rêve, ce vieux rêve de rapprocher l'humain de la machine. On peut dire que les deux grandes métaphores de l'Occident, de l'Europe à l'époque, de l'Occident, c'est la machine et l'organisme. Et on le retrouve constamment dans tous les échanges qu'on a eus depuis hier sur... Donc j'insiste sur ce point. C'est que ce modèle a disparu et il est revenu très fortement avec l'informatique, à juste titre. Donc, effectivement, les origines de l'intelligence artificielle, d'ailleurs l'inventeur du mot, ça n'a pas été dit, de intelligence artificielle, date de 1956, c'est John McCarthy. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle, c'est un assemblage de techniques qui sont des données, des algorithmes et des apprentissages. On peut le définir par ce triptyque.
Mais en fait, ce n'est que la pointe avancée, si vous voulez, de l'informatique. C'est de l'informatique avancée. Donc le cadre théorique et le cadre conceptuel et même le cadre de l'imaginaire de l'intelligence artificielle, il est dans l'informatique, comme vous savez, qui a été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale et juste après, notamment par Turing, qui avait fait ce rêve d'avoir une machine pensante ou un cerveau machinique, qui a été développé par la cybernétique. C'est-à-dire que la philosophie associée à l'informatique, et nous sommes toujours dans le système technique de l'informatique. Moi, je veux insister sur un point, c'est que s'il y a de l'éducation à faire, ce n'est pas simplement à l'intelligence artificielle, c'est à l'informatique. L'informatique est la discipline scientifique qui mérite analyse approfondie et dont toutes les innovations dont on nous rapporte le grand succès ou les promesses et les menaces, je dirais presque tous les jours, le message venant essentiellement de la côte ouest, c'est-à-dire de la Silicon Valley et des GAFAM, eh bien ce message, en fait, c'est celui qui reprend constamment la cybernétique, qui a été l'idéologie des scientifiques qui étaient dans l'informatique. Peut-être, Pierre, essentiellement, Pierre, juste Simon, pour notre public, est-ce que vous pouvez etc. définir la cybernétique? Oui, alors voilà. La cybernétique, c'est la philosophie, c'est Norbert Wiener, qui est le père de la cybernétique, c'est une discipline pluridisciplinaire, justement, qui travaille sur ce rapprochement entre la machine et l'homme, et notamment entre le cerveau et la machine. Ce qui a été dit depuis hier vient pour l'essentiel de la matrice cybernétique. Donc, toute critique, toute approche critique doit remonter, et c'est pour ça que l'imaginaire de l'IA est très puissant, d'une part parce qu'il y a cette analogie avec l'intelligence humaine, mais d'autre part parce qu'il y a cette référence profonde. Historiquement, la cybernétique a dominé le monde du point de vue intellectuel. L'ancienne Union soviétique, comme l'Occident, ont tout de suite adopté dans les années 60-70. C'était la vision du monde partagée par quels que soient les systèmes sociaux, si vous voulez, à l'échelle mondiale. Et cet imaginaire est d'autant plus puissant, cet imaginaire de l'IA, qu'il s'appuie sur un autre élément. Et c'est la définition que donne Cédric Villani dans son excellent rapport de 2018, qu'on n'a pas évoqué, même si c'était juste avant. Rapport parlementaire, il faut le signaler. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand on veut définir l'intelligence artificielle, on ne peut pas dissocier les techniques, l'assemblage technique, des imaginaires, des fictions et de la science-fiction même. Odyssée 2001, Odyssée de l'espace, etc. Il y a eu des collaborations entre Kubrick ou Spielberg avec les inventeurs de la cybernétique. Et donc, c'est à Hollywood, l'industrie de l'imaginaire, qui alimente en permanence la Silicon Valley, les labos de la Silicon Valley. Par exemple, le smartphone. 3 ans avant, vous avez Minority Report, à tel point qu'on s'est demandé si Apple n'avait pas financé, ce qui est en partie vrai, Minority Report. Parce que Minority Report, 3 ans avant, annonce le smartphone et tout le monde a désiré un smartphone. Donc, il y a un lien indissociable, et peu l'ont vu, entre la Silicon Valley et Hollywood. Et d'ailleurs, les 5 GAFAM, il y a 5 studios. Et Steve Jobs l'avait parfaitement compris, Spielberg et Kubrick et des tas d'autres. Et donc, on a une industrie de l'imaginaire qui sert à faire la promotion à travers les blockbusters des grands programmes de recherche de la Silicon Valley. Les ingénieurs rentrent là-dedans, les politiques financent sur la base de ces blockbusters et les consommateurs potentiels, évidemment, applaudissent en rêvant à tout ce qu'ils voient sur les grands écrans. Je voulais insister sur ce point parce qu'on voit là qu'on ne peut pas dissocier la technique de l'imaginaire et des récits associés. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment sur le grand récit de l'IA. Merci Pierre. Alors, juste avant que je passe la parole à Sébastien, je crois que Catherine Bréchignac voulait réagir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais ça va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on a donné un visage humain à l'intelligence artificielle. Quand on en a parlé sans arrêt, on a toujours dit qu'est-ce que pense l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. En fait, on a l'impression de lui parler comme si on parlait à quelqu'un. Et ça, c'est complètement dans notre imaginaire. Parce que si au lieu de mettre un robot avec une tête humanoïde, on mettait une machine avec des fils, on n'aurait pas tout à fait cette même attitude. L'attitude que l'on a quand vous tapez sur Google et vous mettez intelligence artificielle, vous voyez tout de suite apparaître quelqu'un avec un cerveau qui n'a ni cerveau, ni rien du tout. Et ça, c'est vraiment l'imaginaire qui
qui se crée et qui de plus en plus prend le pas sur la technologie. Ça, vous avez raison. Oui, alors, mais parce que l'ordinateur, c'est quoi? C'est un automate computationnel. Exactement. Alors, Sébastien. C'est peut-être justement là-dessus que je vais entrer en scène, parce que moi, je suis un industriel de ces sujets-là. Donc, voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est la jonction entre les 1 et les 0 qui ont très bien été présentés, et puis l'imaginaire, la représentation qui est autour. Ce qui est absolument impressionnant, c'est la capacité qu'on a, juste avec des 1 et des 0, on le voit sur l'écran là, à représenter des choses. Notamment, on peut représenter des scènes 3D. Je peux vous emmener dans des univers virtuels grâce à des 1 et des 0. Et vous oubliez complètement qu'en dessous, il y a des 1 et des 0. Et votre imagination, d'une certaine façon, va faire le dernier kilomètre entre ce que vous avez, qui sont des pixels, et puis, par effet d'impressionnisme, d'une certaine façon, vous avez pensé que la scène existe. Vous allez peut-être même halluciner. Vous allez peut-être même être emmené dans des news qui ne sont pas forcément vraies, etc. Et en fait, nous, notre métier, depuis 40 ans, je vais me retourner sur une histoire beaucoup plus courte que celle depuis l'Antiquité grecque. Nous, depuis 40 ans, chez Dassault Systèmes, ce qu'on fait, c'est des univers virtuels, c'est-à-dire on utilise la puissance du numérique, des 1 et des 0, pour représenter le monde. Au début, on a représenté quoi? On a représenté des avions, des automobiles. Avant que l'avion n'existe, on arrive à en faire un modèle complet qui est simulable, c'est-à-dire grâce à la puissance des 1 et des 0, je peux faire comme si l'avion volait, je peux regarder si les ailes vont résister, le mettre dans des conditions extrêmes, par exemple un orage, et donc on va améliorer la sécurité aérienne. Donc typiquement, cette puissance de calcul, on la mobilise ici au service des métiers d'ingénierie. Et maintenant, depuis quelques années, une petite dizaine d'années, on s'est concentré sur la santé pour essayer d'apporter dans le domaine médical la même sûreté qu'on a pu apporter grâce à la simulation dans le monde de la sécurité aérienne. Donc la représentation du monde qui est appuyée sur les 1 et les 0, elle nous propulse, elle nous permet d'aller plus loin en termes d'industrie. Et je pense que ça, c'est le point, c'est réel. C'est bien réel dans ses effets, mais ça s'appuie sur un imaginaire, sur une croyance que des collectifs partagent. Et peut-être c'est là-dessus qu'il faut réfléchir, c'est-à-dire c'est l'effet systémique en fait de ces systèmes informatiques. Nous, on l'a bien vu, notre premier grand client, ça a été Boeing à la fin des années 80 pour faire le 777, le 777. Il voulait un avion en rupture par rapport à son époque. Pour ça, il savait qu'il ne pouvait pas s'appuyer sur des ingénieurs qui allaient travailler chaque jour sur du papier avec des crayons et faire des modifications sur le design de la veille. Imaginez plusieurs ingénieurs, des milliers d'ingénieurs en réalité, qui modifient le design de la veille et au fur et à mesure, ça diverge. C'est-à-dire le design des différents corps de métier au sein de l'entreprise s'écarte. Et donc tous les jours, ils produisent 2 mètres cubes de papier. Et c'est impossible à réconcilier pendant la nuit pour que le lendemain matin, ils travaillent sur la bonne version de l'avion. Donc à la fin, l'avion, il ne vole pas. Et donc ce qu'on avait démontré, c'est que le sujet de l'informatique, ce n'est pas de faire un beau modèle 3D sur un écran, c'est de faire travailler ensemble des très grands collectifs. Et je crois que ça doit nous inspirer pour l'intelligence artificielle. Juste, après, je vais repasser la parole à Catherine. Mais Sébastien, quand on a préparé cette table ronde, lorsque vous avez évoqué l'histoire de ces 40 dernières années en matière d'intelligence artificielle, vous m'avez évoqué les différentes phases que l'on a traversées. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que vous avez dit à un moment donné, lorsqu'on a échangé, il y a eu une espèce de creux à un moment donné dans le développement de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces différentes phases? Ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, il y a des tendances technologiques qui apparaissent et puis qui repartent et qui refluent. Donc, par exemple, dans les années 80, il y a eu une mode importante autour des systèmes experts, c'est-à-dire où explicitement, on demandait sur un moteur de règles à la machine de mettre en œuvre ces règles pour calculer des choses. Puis dans les années 90, il y a eu une tendance assez forte autour déjà des réseaux de neurones. Donc finalement, de ce qui a donné lieu 20 ans après au machine learning. Et dans les années 2000, étant donné que ce programme-là autour des réseaux de neurones n'avait pas réussi à atteindre un plein succès, en fait, ça a été relativement abandonné et ça a été mis de côté. Rétrospectivement, je pense qu'il y avait 2 raisons principales. On n'avait pas encore la capacité de calcul nécessaire pour les faire fonctionner. Et surtout, on n'avait pas encore
numériser le monde, ce qui a été fait en fait dans les années 2000 avec l'essor radical en fait de Internet. On inclut dedans les réseaux sociaux. J'inclus aussi Wikipédia. Typiquement, on ne pourrait pas avoir des moteurs les grands modèles de langage, des chats GPT, etc. aujourd'hui s'il n'y avait pas eu des Wikipédia, s'il n'y avait pas eu une numérisation complète du monde qui permet de constituer des bases d'apprentissage. Donc dans les années 2000, ça a été abandonné, puis au début des années 2010, ça a été repris, remis sur le métier, avec désormais les données, les capacités de calcul, et puis, comme ça a été dit plusieurs fois, 2017, les transformers, dont des architectures innovantes ont émergé, et il y a eu une rencontre entre ce qui s'est fait dans le domaine du langage, que j'ai un peu décrit là, et ce qui s'est fait dans le domaine de l'image. Et cette rencontre-là, elle a eu lieu en 2021, et depuis, c'est une explosion, c'est une accélération de ces technologies. On reviendra parfois tout à l'heure sur la question des applications. Je crois que Catherine voulait réagir. Oui, alors pour réagir à ce que vous venez de dire, qui est tout à fait clair, la question qu'on peut se poser, c'est on a déjà remplacé énormément de choses matérielles par des 1 et des 0. Alors, est-ce qu'on peut effectivement, et c'est pour réagir sur la table ronde où Yves Agide a parlé de l'intelligence humaine, est-ce qu'on pourra un jour, après tout, essayer de modéliser cette intelligence avec des 1 et des 0 ? Parce que quand même, c'est vraiment la chose la plus simple qui puisse exister, avec de l'algorithmique et avec ça. Donc en fait, est-ce qu'on pourra tout réduire à ces deux chiffres ? Et bien sûr de l'électronique qui va derrière, mais ça, c'est pas très intéressant. C'est surtout l'organisation de ces 1 et ces 0 qui est très intéressante pour fabriquer soit à la fois de la parole, de l'écrit, des machines, etc. Jusqu'où pourra-t-on aller ? Jusqu'où pourra-t-on utiliser ces deux chiffres pour arriver là ? Est-ce que vous avez une idée ? Question à l'industriel, de la scientifique à l'industriel. Alors, moi, j'ai envie de faire une pirouette en disant c'est récursif. Alors, c'est-à-dire, au fur et à mesure que vous aurez des nouvelles capacités d'expression avec des moteurs d'intelligence artificielle générative, etc., en fait, la créativité humaine et la vie, d'une certaine façon, va aller encore plus loin. On aura envie d'exprimer encore plus. Comment je le formule aussi, c'est qu'il y a une démocratisation accrue de certaines capacités de produire, de créer. Je vois ma fille, elle fait des films qui sont d'une qualité exceptionnelle, qu'il y a 20 ans, on n'aurait pas pu imaginer qu'une jeune fille collégienne pourrait monter elle-même. Peut-être dans 20 ans, des petits-enfants, etc., pourront faire des objets connectés, des objets intelligents, et ça sera de plus en plus accessible. Et donc finalement, c'est dans la capacité d'imaginer des objets nouveaux dans le monde réel qu'on va retomber sur nos pieds en allant plus loin que ce qui existait déjà. Ça, c'est vrai pour les objets, mais pas nécessairement pour l'humain, pas nécessairement pour la vie. Alors, justement, sur la vie, là où on avance très vite, c'est et ça a été dit un peu à une table ronde auparavant, dans la santé. Ce qui est fascinant, c'est qu'on peut apprendre à partir de données massives des choses que l'on ne savait pas observer auparavant. Et je donne des exemples, par exemple, dans le monde de la nutrition. Actuellement, on sait très mal ce que ça fait de manger tous les jours tel ou tel aliment parce qu'on ne l'a pas observé à l'échelle d'une population dans la durée, ce que les scientifiques disent longitudinalement. Et on a très peu d'observations, donc on ne sait pas si c'est bien de manger tel ou tel aliment tous les jours par rapport à des allergies, des cancers, des diabètes. Dans 10 ans ou 15 ans, on aura ces données-là. Donc des phénomènes nouveaux vont être observables, et non seulement observables, mais aussi intelligibles grâce à la mise en synthèse par l'intelligence artificielle. Et du coup, on aura des connaissances nouvelles. Donc on crée des observables scientifiques nouvelles qui vont nous permettre d'améliorer ici, c'est la prévention en santé. Nous, ce qu'on fait chez Dassault Systèmes, on crée des synthétiques control arm. Alors je l'ai dit en anglais, mais c'est des bras de contrôle synthétiques. On crée des patients synthétiques sur lesquels on va tester des médicaments avant de les tester sur des patients réels. Désormais, c'est possible parce qu'on a 20 années de données d'essais cliniques réels. Vous avez des cohortes de patients de ce type ? Exactement. Ouais. Et c'est accepté désormais par la FDA, c'est-à-dire l'autorité américaine de santé. Ce n'est pas encore utilisé ou accepté en Europe, mais technologiquement, c'est accessible et on pense que ça va vite. C'est-à-dire que vous dites c'est accepté aux États-Unis, ça ne l'est pas en Europe ? Pas encore. Pourquoi ? C'est le temps que ça se diffuse. Je dirais la FDA a une réflexion très forte sur l'innovation, l'acceptation des innovations réglementaires.
Bon, on va revenir sur une question que tout le monde se pose de manière parfois un peu triviale sur la question de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai été très frappé tout à l'heure par ce que disait Pierre Musso, c'est-à-dire que finalement, avec la naissance de l'informatique, la technique change de nature. C'était la thèse d'ailleurs de Jacques Ellul qui disait que l'informatique va finalement être génératrice de ce qu'il appelait le système technicien. Et si on poussait jusqu'au bout de la manière la plus pessimiste la vision d'Ellul, à un moment donné, le système technicien, il échappe à l'homme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que cette innovation est une révolution telle que, d'une certaine manière, elle s'affranchit du contrôle humain? Pas du tout. Si on va jusque dans les dystopies les plus folles. C'est pas du tout une révolution. C'est pas du tout une révolution. J'insiste là-dessus. Parce que le dernier rapport qui a été remis au gouvernement il y a une semaine, à la différence d'ailleurs du rapport Villani, parle toujours de ce principe. Il arrive un ovni qui s'appelle la révolution technique. C'est toujours la récurrence, et ça nous amène à notre sujet, d'un mythe qui a été construit, et tous les historiens aujourd'hui sont d'accord, au début du 19e siècle, qui s'appelle la révolution industrielle, elle-même réduite à la machine de Watt. Je pourrais longuement développer et montrer que Watt n'était que le laborantin des Lumières écossaises dont les leaders étaient Hume et Smith. Mais je passe là-dessus. Ce mythe de la révolution industrielle, comme tout mythe, fonctionne à la répétition, à la récurrence. Et donc, chaque fois que maintenant il y a une innovation, révolution. Il y a 1 an, c'était le métavers. Il y a 2 ans, c'était les robots. Il y a 4 ans, etc. La Silicon Valley fonctionne, notamment elle, mais pas que, à ce mythe récurrent. Et donc, on part du principe, ça s'appelle du fétichisme technique, c'est-à-dire qu'on prend un morceau de la société, qui est la technique, et on en fait la cause des transformations sociales. Alors, on pourrait épiloguer là-dessus pour savoir pourquoi. Peut-être que les utopies politiques et sociales sont un peu fatiguées et qu'on a transféré le bébé, si je puis dire, aux utopies technoscientifiques, qui en plus ont le mérite de se réaliser, bien souvent, sous des formes diverses. Donc, révolution technique, c'est la répétition, mais au fond, il y a un schéma qui est très simple, qui avait été très utilisé aussi dans le rapport Nora-Munk en 1982 à propos de l'informatique, et qui se répète. Un ovni arrive, révolution. Aujourd'hui, donc, on dit IA. En fait, pour moi, la révolution, si elle a eu lieu, c'est-à-dire l'invention, c'est l'informatique. Là, il y a une rupture de système technique au sens de Bertrand Gilles, c'est-à-dire de l'historien des techniques, du meilleur historien des techniques. Dans la Pléiade, vous pouvez trouver son encyclopédie. Et donc, nouveau système technique, ça veut dire changement de système technique et culturel, et pas simplement technique. Et donc, une imbrication de multiples techniques à l'intérieur de ce nouveau système. Il y a eu 3 systèmes techniques depuis la révolution industrielle, entre guillemets. La mécanisation au XIXe siècle, liée à la houille, au chemin de fer en particulier, et une réorganisation du travail. Le deuxième grand système technique, ça a été l'électricité au début du XXe ou à la fin du XIXe. Et le troisième, dans lequel nous sommes, c'est pas ChatGPT ou l'IA, etc., générative, qui ne sont que des développements techniques sans cadre théorique, comme dit Giuseppe Longo, c'est l'informatique. Donc nous sommes toujours dans cette phase d'informatisation. Et à l'intérieur même de l'informatisation, donc depuis 80 ans, c'est un vieux futur, je suis désolé pour vous, il y a eu 3 IA déjà. Il y a eu l'IA d'abord qui a voulu automatiser le raisonnement, simuler le raisonnement, ce qui était l'idée des cybernéticiens, qui a foiré après avoir fait rêver énormément. Ça, c'est à peu près quelle époque, ça? Ça, c'est les années 60-70. 60-70, d'accord. Ensuite, les années 80, c'est ce qu'a évoqué Sébastien, ce sont les systèmes experts. Donc, on a voulu automatiser l'expertise. Et à partir, disons, des années 2000-2010, c'est la 3e IA dans laquelle nous sommes, si vous voulez, dont nous faisons les développements. On veut automatiser le diagnostic, fondamentalement. Et donc, voilà, la mise en perspective historique est absolument indispensable, à la fois pour des raisons, pour comprendre ce qui se passe. Et je voudrais ajouter que quand on dit il y a une révolution, qu'est-ce que ça entraîne? Ça veut dire fétichisme technique, voilà la cause, et tout le reste, ce sont des effets. Et l'imaginaire, j'ai beaucoup travaillé sur l'imaginaire, qui est quelque chose de très sérieux, bon, bref. L'imaginaire, c'est un langage
structuré, et un des éléments constitutifs de l'imaginaire, c'est qu'il est toujours ambivalent. Si je vous dis enfer, vous me dites aussitôt paradis. Et dès qu'on parle d'un objet technique soi-disant révolutionnaire, enfin selon ce mythe récurrent, eh bien qu'est-ce qu'on a? Promesse et menace. Voilà, l'IA arrive, promesse et menace. Mythe et réalité. Et à partir de ça, on fait tous les rapports, y compris le dernier que j'évoquais. Et donc tout le reste, ce sont des effets sur la société. C'est-à-dire qu'on considère la société, les individus et la société comme des effets par rapport à une innovation technique. Il faut casser ce schéma mental. Il est structurant depuis 2 siècles, et je ne confonds pas la technique avec les sciences. Alors Pierre, je comprends très bien, je veux dire, votre explication, et tout le monde la comprend, mais vous n'avez pas totalement répondu à ma question. Alors je vais me tourner à la fois vers Sébastien et vers Catherine. Il y a un fantasme qui, quand même, circule. C'est quelle est la part de l'humain, et est-ce que l'humain, aujourd'hui, n'est pas en train d'être dépassé? Est-ce que ça vous paraît un fantasme ou une menace, ou est-ce que finalement c'est une vue de l'esprit? Alors tout d'abord, je voudrais répondre un tout petit peu à Pierre, parce que il y a quand même quelque chose dont on n'a pas parlé. Je sais bien que c'est le printemps des technologies, mais c'est quand même la différence entre la science et la technologie. Oui. La science, c'est la découverte. C'est l'étonnement devant quelque chose qu'on ne connaît pas. Il faut qu'on se mette à penser l'impensable. Et ça, seul notre cerveau est capable de le faire. Penser l'impensable. On tombe sur quelque chose. Quand on a découvert le monde quantique, ça a vraiment été une révolution dans notre tête. Et moi, je dois dire que j'ai pendant longtemps su résoudre l'équation de Schrödinger, et je n'ai compris que 15 ans plus tard, et encore, je ne suis pas complètement sûr d'avoir tout compris. Même je suis sûr du contraire. Donc en fait, on est vraiment devant une rupture là. On peut penser qu'il y en a vraiment une rupture. La technologie, ce n'est pas tout à fait la même chose. La technologie, elle nécessite, et vous l'avez parfaitement dit, l'imagination humaine pour construire quelque chose. Et là, à partir d'une rupture scientifique, on peut voir découler justement ce qu'on a pu appeler peut-être des ruptures technologiques. Vous avez parlé du principe de Carnot, c'est la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. Donc en fait, on peut comme ça avoir... Et ces ruptures technologiques qui suivent ou qui sont en même temps, ou les ruptures scientifiques sont quand même, pour l'homme, pour l'humain, j'entends, un vrai changement de paradigme. Et c'est quand même ce que l'on vit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Alors, pour vous résumer, la technologie va plus vite que la science. Le paradigme est toujours le paradigme dans lequel nous sommes, du calculable que vous avez évoqué, qui est le paradigme cybernétique. Totalement inscrit, lié à l'informatique comme rupture, mais le lien science-technique, c'est un lien récent à l'échelle de l'histoire. Parce que la science moderne, XVIIe siècle, et le lien science-technique, ou 16e, peu importe, mais le lien science-technique, Lévy-Leblond l'a très bien montré, il est du XVIIe suite à Bacon et à la Société royale qui veut appliquer la science. La technique. Pasteur, il ne faut pas confondre technologie, technique et science. On va y revenir. Là, quand même, il ne faut pas exagérer. Il y a des choses différentes. Il y a débat, mais je ne veux pas que notre public se perde. Alors c'est très important. Alors maintenant, revenons à la question de la technique et justement et de la science. Alors est-ce que aujourd'hui, pour entrer dans le concret, dans le très pratique, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que apporte l'intelligence artificielle à la science aujourd'hui? Alors ça, c'est une question intéressante. C'est-à-dire que... Oui, merci Arnaud. C'est-à-dire qu'en fait, donc la science, c'est la découverte. La science se base toujours sur de la découverte. Et après, on essaye de comprendre cette découverte et de se faire des images et toutes sortes de choses, et des représentations et des machins. Et on construit la science, une construction de la science. La science est un outil pour comprendre. Hein. C'est un Lego qu'on construit comme ça. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, j'ai l'impression, enfin c'est une impression assez personnelle, de voir des gens qui essayent de découvrir ce que cette intelligence artificielle est en train d'engendrer. Et alors là, je suis un peu perplexe. C'est de la prospective, ça. Non, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire de la science sur quelque chose qu'on a engendré technologiquement ?
Alors, c'est pas une question nouvelle, Sébastien. Sébastien. Alors, j'ai quelques idées là-dessus parce que. Je pensais bien. Merci d'aborder le point. Quand Pasteur découvre les microbes, il utilise le microscope. Quand Galilée découvre Jupiter et les satellites de Jupiter, il utilise la lunette astronomique. Et en fait, finalement, c'est la technique qui a fourni le microscope, qui a fourni la lunette astronomique. Et donc, finalement, c'est ce type d'outil-là dont on dispose maintenant. Et en effet, et Catherine, je suis complètement d'accord, il ne faut pas regarder juste l'outil. Il faut savoir le tourner dans le bon sens et faire des observations avec cet outil. Alors déjà, ce qui est particulier avec l'intelligence artificielle, ce qui est les large language models, donc les gigamodèles de langage, je trouve très intéressant de les considérer comme des découvertes sur le langage, c'est-à-dire sur la structure intime des langues, qui finalement sont, alors pour dire avec des gros mots, puis je vais me faire corriger, ils sont surdéterminés par notre rapport avec le monde. Finalement, les langages, dans leur structure, quelle que soit la langue, sont très riches, mais correspondent à des structures que l'on arrive à retrouver d'une langue à l'autre, et par des phénomènes de traduction automatique, etc., on démontre que finalement, ce qu'on appelle les embeddings, donc c'est-à-dire la représentation de ces langages de façon statistique, en réalité, on représente dans l'espace des zones relativement limitées, relativement circonscrites. Et donc, on a découvert, je pense, ces dernières années, et c'est pour nous, je crois que c'est un choc, et en même temps, Ferdinand de Saussure avait déjà eu l'intuition de ça il y a à peu près un siècle, c'est que la structure du langage est surdéterminée par notre rapport au monde, et donc ça donne l'extraordinaire efficacité de ces machines qui arrivent à utiliser la structure déjà existante du langage. Mais il faut aller plus loin et utiliser l'intelligence artificielle générative pour la tourner vers Jupiter, pour la tourner vers les microbes et découvrir l'équivalent actuellement. Quand vous avez parlé de la technique, et c'est tout à fait vrai, la technique a précédé la science. On a depuis très très longtemps, la première fois qu'on a fait du feu, il y a 450 000 ans, c'était de la technique. On ne comprenait absolument pas qu'il y avait des nanoparticules de fer qui nous aidaient quand on tapait avec du silex sur de la pyrite. Et donc, c'est que maintenant qu'on a compris ça. Donc en fait, la technique a vraiment précédé de très loin la science. Et le coup de la lunette, c'est exactement ça. En revanche, après, on a essayé de construire la science pour comprendre. C'était encore une autre aventure. Et qu'on a toujours. Et maintenant, on commence à faire de la technologie, c'est un mélange de technique et de science, qui est pour justement essayer d'avancer. Et c'est là où on arrive devant quelque chose d'assez extraordinaire, d'un hybride formidable. Alors, moi, je dirais même technosciences industrie aujourd'hui. J'aime pas le mot technoscience, je trouve pas joli. Oui, mais en tout cas, le rapprochement... Alors moi, je voudrais revenir... Attendez, Pierre, je voudrais revenir 2 secondes sur un certain nombre de questions qui peuvent être des questions très grand public aujourd'hui. Je reviens sur la question des... On a dit que c'est une promesse, mais vous l'avez dit d'ailleurs, promesse ou menace. Alors, on va parler des promesses, on a commencé à parler des promesses. Encore une fois, il y a un certain nombre de menaces parfois qui sont pointées. Je pense par exemple dans le domaine économique. On considère que l'intelligence artificielle pourrait être très destructrice d'emplois, par exemple, entre autres. Comment vous abordez, vous, par exemple, industriel, Sébastien, la question des menaces, notamment pour répondre à ce défi qui est un défi essentiel dans le rapport technique et société, c'est la question de l'acceptabilité. Ce que j'aime bien regarder, c'est le temps. Comment le temps est pris en compte, en fait, et toute technique a à faire. Alors ça, je parle sous le contrôle de Pierre qui me corrigera, mais toute technique a quelque chose à voir avec le temps. Et ces histoires d'intelligence artificielle nous accélèrent, automatisent certains éléments, etc. Et finalement aussi désynchronisent entre des accélérations possibles dans certains métiers pour certaines personnes, et puis d'autres métiers, d'autres personnes, et on pense, je ne sais pas, peut-être des métiers du soin, etc., dans lesquels on n'a pas la même accélération. Et donc le vécu entre différents métiers, différentes populations va être très très différent. Et c'est cette désynchronisation, c'est un philosophe allemand, Hartmut Rosa,
qui analyse ça. Il parle d'accélération du temps et de cette accélération auto-entretenue dans nos sociétés qui permet à nos sociétés de tenir. Et donc, il parle aussi de la désynchronisation. Il faut essayer de regarder où est-ce que ça se désynchronise et comment on resynchronise, puisque aussi les cycles technologiques sont très rapides et à l'échelle d'une carrière, par exemple une quarantaine d'années, quelqu'un va devoir vivre dans des milieux technologiques qui vont être différents. Donc, ce sont des éléments auxquels il faut attacher beaucoup d'importance et en même temps, quand il y a des vrais fondamentaux sur certains métiers, et pensons par exemple à la médecine, eh bien, ces fondamentaux-là, ils vont juste être renforcés par les nouvelles capacités techniques. Je donnerai l'exemple des radiologues. Les radiologues, désormais, peuvent diagnostiquer automatiquement sur une prise de vue, sur une radio, sur une image, et ça accélère radicalement leur métier. Mais les radiologues ne sont pas en train de disparaître. Les radiologues, simplement, ont dû réinventer depuis une dizaine d'années leur métier et ça a conduit à recodifier la pratique médicale qui, auparavant, finalement, avait été mal explicitée. C'est-à-dire il y avait un implicite, chacun avait une compréhension intime de ce qu'il doit faire, de comment il diagnostique, même s'ils avaient tous été un peu dans les mêmes écoles. Et ce qu'on a vu récemment, c'est que quand les radiologues regardent ensemble des diagnostics automatisés et qu'ils comparent la vue qu'ils auraient eue sur le même diagnostic, ils ont parfois des désaccords. Et ça s'appelle la garantie humaine, c'est-à-dire par rapport à des logiciels d'intelligence artificielle qui vont aider à ce diagnostic automatisé, en fait, on réunit des comités d'experts, une fois par mois à peu près, ils vont tirer au hasard un certain nombre de diagnostics automatisés et ils vont valider si le diagnostic sorti par la machine était bon ou pas. C'est a posteriori pour essayer de corriger. Et ça ressemble en fait à un système qualité industriel. Donc ça, nous, on connaît très très bien, c'est-à-dire la capacité à contrôler la permanence, la réplicabilité d'un système qui va automatiser un diagnostic. Et ce faisant, on réunit un comité d'experts et on découvre qu'ils ne sont pas d'accord sur les diagnostics et que finalement, il y a des éléments dans leur pratique qu'ils n'avaient pas explicités, qu'ils doivent recodifier, réexaminer. Donc ça force à approfondir le métier et la connaissance associée. C'est ce que je trouve absolument passionnant et je crois que ça va se passer dans tous les métiers. C'est-à-dire que l'exigence nouvelle liée à l'automatisation va conduire à réexaminer c'est quoi être bon dans mon métier. Ben, vous me citiez tout à l'heure, quand on préparait encore une fois cette table ronde, je crois que dans le commerce notamment, entre autres. Oui, dans le commerce, par exemple, si on pense à Decathlon, moi, je ne fais pas de la pub pour Decathlon forcément, mais je trouve très intéressant la façon dont ils ont abordé la question des caisses automatiques. Si vous vous souvenez, il y a eu pas mal de débats. Eh bien, finalement, je pense qu'il y a à peu près autant de personnel dans un magasin Decathlon maintenant qui sont passés à la caisse automatique qu'avant, et qu'en réalité, ils ont tourné ce gain de productivité vers un meilleur service pour le client, donc un meilleur accompagnement dans les rayons, etc., et que c'est apprécié par les clients, apprécié par les personnels. Pierre, je vous ai coupé. Oui, je voulais revenir quand même sur notre sujet technique et mythe ou imaginaire. D'une part, pour dire qu'il y a 3 vitesses qu'il ne faut pas confondre. La vitesse de la technologie, qui est de plus en plus rapide, du fait de l'innovation permanente, de ce système que j'appelle technosciences industrie, même si ça ne plaît pas. La deuxième vitesse, qui est beaucoup plus lente, ce sont les appropriations sociales et culturelles. Même s'il y a une accélération, on l'a cité, ChatGPT ou d'autres. Et la troisième temporalité, c'est celle des imaginaires. C'est celle des représentations sociales. C'est celle des mythes qui fonctionnent sur la très longue durée. C'est pour ça que l'histoire est intéressante, parce que, par exemple, sur le robot, puisqu'ici on parle de quoi? L'imaginaire de l'IA, c'est beaucoup le lien entre autonomie et automatisation. On veut rendre autonomes les automates, que ce soit des robots ou des ordinateurs, ce qui est absurde parce qu'ils deviendront incontrôlables, mais réciproquement, c'est l'autre médaille de la pièce, on veut rendre contrôlables ceux qui sont autonomes, c'est-à-dire les humains, avec des menaces extraordinaires qui ont été évoquées depuis 2 jours sur la surveillance, etc. C'est les 2 faces de la même pièce, c'est pour ça que l'imaginaire, sur autonomie, automatisation. Si on n'a pas en tête et si on ne décrypte pas ces imaginaires qui remontent en amont au mythe de Frankenstein, au mythe du golem, on ne comprend rien à la récurrence de ces mythes qui alimentent les imaginaires
au-delà de Hollywood dont j'ai parlé, qui alimentent les imaginaires des ingénieurs, des industriels, des gens du marketing, des commentateurs, etc. La promesse, évidemment, promesse et menace, la promesse, c'est un gain de productivité du fait de l'amélioration de la vitesse et de la fiabilité dans le traitement. Gain de productivité où on lit n'importe quoi, 1300 milliards en 2032, par exemple, par Bloomberg. Mais inversement, on oublie de dire qu'il y a 160 millions de travailleurs précaires au sud, au Kenya, à Madagascar, au Pakistan ou au Brésil, qui toute la journée font quoi? De la fiabilité sur les données et des apprentissages pour faire tourner les algorithmes de l'IA. Et plus tout le travail des consommateurs qui tous les jours aident aux apprentissages des données. Donc on voit bien que cette économie et cette vision, cette représentation est une dualité dont l'imaginaire se joue sur pas simplement intelligence humaine et intelligence artificielle, mais sur le rapport entre automatisation et autonomie. Et donc, parce que si on rend l'homme programmable, si on transforme l'esprit et l'homme en un homme programmable, ça veut dire qu'on met de côté tout l'incalculable, ce qui est quand même le propre de l'humain. Mais ça veut dire aussi que demain, on pourra mettre en cause sa subordination. Ah, tu es moins bon. Toi, tu es employé, tu es moins bon que l'IA, etc. Donc, va revoir ta formation, va voir ailleurs, etc. Je finis juste par une citation de Gérard Berry par rapport à l'ordinateur, qui est prof au Collège de France, comme vous savez. L'ordinateur et l'homme sont les deux opposés les plus intégraux qui existent. L'homme est lent, peu rigoureux, très intuitif. Moi, j'ajouterais très fragile. L'ordinateur est super rapide, il a raison, très rigoureux et complètement con. Alors, c'est très... Merci en tout cas pour cette conclusion, cette première conclusion, mais là vous êtes le philosophe lanceur d'alerte d'une certaine manière, Pierre. Moi j'aimerais bien avoir le retour de l'industriel sur ce que vient de dire là en l'occurrence le philosophe. J'ai envie de faire une pique, de dire à qui profite le mythe. Pourquoi ? Parce que en fait quand vous écoutez par exemple tout le débat qu'il y a eu l'année dernière au niveau des Américains, sur la lutte contre la prolifération de l'intelligence artificielle générative, le fait qu'il fallait arrêter le progrès technique pour éviter que ce progrès technique ne conduise à une domination de l'homme par la machine, etc. En fait, c'est du marketing. Donc, en réalité, l'objectif, ils ont surfé sur des mythes anciens que Pierre a très bien évoqués, en essayant d'installer leur emprise, d'installer leur puissance, de crédibiliser la supériorité de leur technologie. Bon, en fait, ce qu'il faut qu'on réussisse, nous, en tant qu'Européens, c'est à construire nos propres mythes ou à s'appuyer sur des mythes qui nous soient propres, parce que c'est à partir d'eux qu'on va réussir à construire une souveraineté technologique. Donc les réflexions que Pierre a partagées autour du mythe, moi je les trouve extrêmement riches, et en effet, c'est sur des temps très longs. Et d'ailleurs, par rapport à la révolution un peu permanente, là, ou réitérée que tu évoquais, Pierre, je crois qu'il y a un élément cœur, c'est cette question de la naissance, de la natalité, le point de départ. On cherche toujours un peu le point de départ en disant, ça y est, on est à un nouveau point de départ, etc. Donc au contraire, il faut aller chercher les racines dans la durée. Le mot virtuel, par exemple, que j'ai prononcé tout à l'heure, virtualisation, si je veux revenir au grec, moi je le fais revenir à Aristote également. Même si virtuel est une origine latine, mais Aristote c'était dynamon. Et en fait, c'est cette histoire que le virtuel ne s'oppose pas au réel, le virtuel s'oppose à l'actuel. Ce qui est actuel, c'est ce à quoi vous ne pouvez plus remédier parce que c'est déjà fait. Ce n'est pas le réel qui a une résistance différente. Et en fait, le mythe, il doit être réinventé par rapport aussi à nos enjeux du XXIe siècle. Est-ce qu'on saurait créer des utopies du XXIe siècle dans lesquelles, en fait, cette capacité nouvelle, technique dont on dispose, elle nous permet de remédier à des problèmes planétaires qu'on connaît tous. Et je crois que c'est autour de ça qu'il faut, en tant qu'Européens, et je pense que ça fait partie de ce type de réunion-là, essayer d'imaginer quels sont les mythes sur lesquels on est prêt à vibrer en se disant, tiens, il y a des choses qui se passent et on aurait envie de reconstruire
et donc de voir l'intelligence artificielle, mais sous cet angle-là, qui n'est pas cette emprise, cette domination typiquement de la machine sur l'homme. Catherine Brichignac, le regard de la scientifique. Alors, je reviendrai plutôt sur l'imagination, parce qu'il y a... oui, sur l'imaginaire plutôt que l'imagination. Sur l'imaginaire, bien que les deux soient liés dans ce cadre-là. Sur l'imaginaire, en fait, l'imaginaire, la peur créée par de l'imaginaire est beaucoup plus forte que la peur, je dirais, instinctive de quelque chose. Et ça a été très bien décrit par des tas de philosophes et des écrivains et des choses comme ça. Maupassant a écrit deux nouvelles sur la peur, où il explique parfaitement bien que la peur d'imaginaire est beaucoup plus forte que la peur réelle. Beaucoup plus forte. Alors là, c'est ce qui nous arrive avec l'intelligence artificielle. Tout d'un coup, enfin, parce que pas tout le monde, mais une grande partie de la population, je dirais même énormément de gens, ont peur parce qu'on leur fait peur, et on leur fait peur avec de l'imaginaire de l'intelligence artificielle. On leur dit, voilà, il va vous arriver des tas de trucs. Alors tout à l'heure, c'était intéressant de voir, mais oui, c'est les Chinois, ils sont en train de tout bloquer, on peut plus, ils bloquent les plateformes et les choses comme ça, ce qui est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que de l'autre côté, vous en avez d'autres qui disent « Oh, mais ils nous cassent les pieds, ces Chinois, on va envoyer des satellites basse altitude à foison et on court-circuitera complètement les États-nations. » Voilà ce qui nous arrive. Donc en fait, on est toujours dans une course à certains qui veulent la peur et qui partent sur cette idée-là, et puis les autres qui disent « Bon, on va court-circuiter cette histoire et on avancera avant. » Et c'est ça, en fait, le moteur du progrès. Alors moi je me tourne là vers à la fois Sébastien et Pierre, parce qu'il y a quand même un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est l'impact politique de tout ça. Ce qu'on voit, c'est quand même qu'il y a des géants technologiques qui apparaissent et qui deviennent de vrais concurrents, parfois des États. On a là un phénomène qui est d'une certaine manière assez nouveau. J'aurais aimé savoir un peu comment vous abordez ce phénomène. Pierre ou... Ouais. Peut-être il y a nécessité d'être lucide par rapport à rapport de force qui sont associés en fait avec cette nouvelle technologie de l'information. À qui appartiennent les données, qui est capable de les utiliser, de les mobiliser. Typiquement, nous, chez Dassault Systèmes, on a développé une capacité d'analyser, comme je disais, par rapport aux données en santé, sur des historiques d'une vingtaine d'années, en fait, de façon massive, et du coup, de projeter sur le futur, de tester des nouveaux médicaments en virtuel plutôt qu'en réel. Ça, c'est parce qu'on a de la donnée historique. Mais évidemment, dans d'autres domaines, notamment de grande consommation, etc., vous imaginez bien qu'il y a des acteurs américains qui sont largement dominants. Et par ailleurs, il y a une chaîne de valeur qui passe, ça a été dit, je crois, dans des tables rondes précédentes, oui, autour du hardware, c'est-à-dire sur le matériel, c'est-à-dire la donnée, elle a une réalité matérielle. Alors, ces chaînes de valeur, elles passent actuellement sur l'IA, c'est NVIDIA, un des acteurs majeurs, qui est le marchand de pelles, en fait, par rapport à la ruée vers l'or. Ouais. C'est eux qui vendent les pelles, qui permettent de creuser, qui permettent de chercher l'or autour de la donnée et de l'IA. Mais il y a aussi un autre élément très important, c'est le cloud, c'est-à-dire l'endroit où sont stockées, où sont opérées les données. Et là aussi, c'est physique. Vous pensez que vos emails, etc., ils disparaissent dans l'éther. Je ne crois pas que vous le pensiez vraiment. Mais en tout cas, soyez convaincus que derrière, il y a des gens qui physiquement, avec de l'énergie, dans des locaux qui sont dans tel ou tel pays, en ont la maîtrise et le stockage. Donc il faut réellement avoir cet alignement en réalité entre un niveau politique de à quoi ça peut être utilisé, un niveau technique, dans quoi c'est stocké physiquement, et à un niveau aussi juridique, puisqu'il y a des cadres et des conventions adaptées pour ça. Et donc à partir de ça s'organisent des rapports de force économiques, puisque vous avez quand même une situation monopolistique ou quasiment monopolistique de certains acteurs par rapport aux enjeux d'information. Vous pouvez nous brosser rapidement un peu l'état des lieux, très rapidement? Alors oui, sur la dimension économique, ce qu'on
qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même des très très grands acteurs du cloud, très très grands acteurs de l'intelligence artificielle. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a des capacités européennes en réalité et qu'on ne voit pas assez. On est souvent dans le dénigrement. Vous avez des très grands acteurs du logiciel en Europe, donc SAP, qui est le plus grand européen, Dassault Systèmes, il y en a d'autres. Dans l'intelligence artificielle générative, vous avez Mistral AI, donc, qui a réussi le tour de force en quelques mois à créer un modèle qui est au niveau des meilleurs mondiaux, avec le côté un peu malice qu'on peut voir dans les mythes grecs d'ailleurs, le côté il y a une malice, il y a une ruse. Ils ont réussi à entraîner des modèles qui sont au niveau de ChatGPT et Gemini. Et donc il faut être confiant de notre capacité aussi à anticiper les technologies futures. Quand je parle de NVIDIA, c'est la technologie d'aujourd'hui qui sert à entraîner les moteurs d'intelligence artificielle. Dans 3 ans, 5 ans, ça sera des nouvelles technologies. Et je sais, pour en avoir rencontré plein, qu'il y a plusieurs acteurs en Europe qui préparent ces tournants-là. Et donc, il faut travailler avec eux. Pierre Musso. Moi, je voulais insister sur un point qui est lié exactement sur le « et » du titre, mythe et réalité. C'est que toute technique, et l'IA est un assemblage de techniques. Toute technique est liée à un imaginaire et pétrie d'imaginaire, quelle que soit la technique, même la plus simple. On ne peut pas dissocier technique et fiction, technique et représentation sociale. Pas imagination, imaginaire. Imagination, c'est une faculté psychologique individuelle. Imaginaire, c'est un système de représentation sociale. Et donc, à tel point que Georges Balandier, qui a été cité ce matin, un anthropologue français, avait abandonné le mot technique et il disait techno-imaginaire. Et je crois que c'est une bonne définition. On ne peut pas dissocier. Vous prenez n'importe quelle technique, elle est pétrie d'imaginaire, non seulement l'imaginaire des ingénieurs, de ceux qui l'ont conçu, des industriels, etc., du marketing, des publicitaires, des commentateurs, et les politiques en font partie. Pour répondre à votre question, c'est-à-dire à partir du moment où les techniques sont censées être représentées donc dans l'imaginaire collectif comme arrivant, comme un ovni qui arriverait dans un milieu neutre qui serait la société. La société ne serait qu'en capacité de réaction à cette arrivée et donc à gérer les effets. Et le politique, à ce moment-là, s'institue comme simplement régulateur. C'est dans cet espace qui se définit, quelquefois régulateur allant jusqu'à la production de la règle juridique, mais il se représente lui-même, utilisant souvent la technique comme une sorte de fatalité extérieure à la société, alors que c'est une production, évidemment, de la société. Et je voudrais ajouter que ce qui est central dans l'imaginaire de la côte ouest, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'imaginaire de la Silicon Valley, c'est toujours la ruée vers l'ouest, la ruée vers l'or, la limite. C'est la frontière. La frontière, bien sûr. Et donc, la grande idée de la Silicon Valley, c'est que tout ce qui est possible technologiquement doit être réalisé. Or, l'Europe n'a pas cette vision. D'abord, la vision scientifique, c'est qu'il y a des limites, contrairement à la technique. Toute science travaille dans des limites de son champ, etc., alors que la technologie peut aller jusqu'au bout. Et deuxièmement, la vision européenne, c'est une distance humaniste héritée de l'humanisme du XVIIe en particulier, c'est-à-dire une interrogation sur la relation entre les humains et les objets, les ordinateurs et la machine. Et je crois que c'est ça l'enjeu d'une informatique intelligente, c'est de travailler sur cette collaboration, sur ce copilotage entre l'humain et les machines, et pas de penser l'adaptation ou l'absorption de l'un par l'autre, mais de penser l'addition, justement. Et c'est l'enjeu central. Et j'ajouterai le dernier point, toujours pour citer Georges Balandier, qui me semble un bon guide pour comprendre ce qui se passe à ce moment qu'on vit, qui est à dire une puissance technologique fantastique, mais souvent on cherche le sens. C'est-à-dire on gagne sur le comment, on gagne sur l'efficacité, on gagne sur la productivité, on gagne sur le comment, mais en revanche, le cadre théorique, même le cadre, je dirais, de finalité, est évacué. Donc à ce moment-là, Balandier a proposé, Ganassia l'a cité mais trop vite, a proposé de comparer ce qui se passe dans le champ de cette production technologique au nouveau monde, c'est-à-dire à ce qui s'est passé en 1492,
découverte de l'Amérique, mais qui était un monde qui était là, un monde naturel avec une population qui l'habitait. Aujourd'hui, et donc il a fallu de l'aventure, de l'exploration. Aujourd'hui, ce sont des nouveaux mondes, mais créés par la civilisation. Ce ne sont pas des mondes qui existent, ce sont des mondes qui sont créés. Et donc le défi, c'est de les habiter, de les explorer en même temps qu'on les crée. Et ça, c'est un défi fantastique. C'est pour ça que l'IA, comme d'autres secteurs de l'informatique avancée, sont extrêmement intéressants et doivent être non pas simplement régulés, mais civilisés. Et je crois que le terme que propose Balandier est très fort. Nouveau monde issu de la civilisation et qu'on doit civiliser. C'est beaucoup plus que réguler. Alors avant qu'on passe la parole au public, il reste un quart d'heure à peu près pour des questions, il y a un sujet que Catherine Bréchignac voulait aborder, c'est la question de l'intelligence artificielle et du cerveau, qui a déjà été tout à l'heure abordée en partie par Yves Agide. Oui, parce que je ne trouve pas très rigolo d'essayer d'explorer ce qu'on a construit, quoi. Moi, ça ne m'intéresse pas des masses. Mais peut-être que ça intéresse des gens, je comprends, je peux le comprendre. Mais en fait, ce qui est plus important, c'est de savoir, et tu reprenais ce que disait Ellul, c'est-à-dire en fait de se dire comment la technologie a-t-elle joué, fait évoluer l'homme. Est-ce qu'elle l'a fait évoluer? Est-ce qu'elle l'a modifié? Et comment l'intelligence artificielle, ou si oui, sinon, va pouvoir jouer sur notre façon de raisonner et plus particulièrement sur notre inconscient. Alors moi, je ne suis pas du tout capable de répondre, Yves peut-être un peu, mais moi pas du tout sur cette histoire. Mais c'est quand même une vraie question qu'on peut se poser. C'est-à-dire, on est complètement transformé par la technologie, hein, déjà. J'enlève l'intelligence artificielle, mais la technologie, on est complètement transformé par la technologie. On pourrait plus vivre sans lunettes, on pourrait plus, est-ce que je sais moi, des tas de trucs, tout ce qui s'est, tout ce qu'on a à côté de nous et qui est technologique, on l'a. Tout le monde a un portable dans la main. Donc ici, tout le monde a un portable, on est complètement modifié par ça. Alors est-ce que ça restera des outils utiles et proches de nous et qui nous sont extérieurs, ou est-ce que ça va nous modifier intérieurement notre façon de penser, qui donc va faire quelque chose qui va être intérieur à nous-mêmes? Parce que si ça modifie notre façon de penser, et alors moi je vais vous dire, il y a quelque chose qui m'exaspère, c'est cette histoire de ChatGPT. Parce que le nombre de gens qui sont ChatGPT eux-mêmes me fatigue. C'est-à-dire qu'en fait, ils répètent absolument comme des perroquets ce qu'ils ont entendu à la radio, à la télé, au machin, truc muche, etc. C'est pas nouveau, ça. Et c'est pas nouveau du tout. Oui. Donc en fait, les chats GPT, ils sont pas que sur l'ordinateur, ils sont absolument partout, dans tout, partout. C'est comme les fake news. Les fake news ont existé avant les réseaux sociaux, hein, donc, aussi. Ça suffit, cette histoire. Oui, on est d'accord. Ça me fatigue. Mais plus important, je pense que c'est comment, justement, ce que nous avons construit va nous modifier nous-mêmes. Autrement dit, comment on va avoir une inversion de ce que nous avons fait vis-à-vis de nous-mêmes. Et au fond, à la limite, de l'autre côté, c'est toute la génétique. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais exactement le même problème. Hein. Alors, je fais réagir Sébastien rapidement, et puis rapidement aussi Pierre, et après on passe la parole à la salle. J'aime beaucoup cette question, Catherine, sur comment est-ce que ça transforme en fait nos sociétés. Ça a forcément un impact assez systémique en réalité. Et comment on peut s'en rendre compte? Nous, ce qu'on fait chez Dassault Systèmes, on essaie de se projeter dans le temps long et de revenir aussi dans le passé. On a regardé la Renaissance, et avec aussi l'aide de Pierre. Et à la Renaissance, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous avez une accélération de la circulation de l'information grâce à l'imprimerie, qui est relativement faible comme accélération, puisqu'il y a un facteur 60 dans la vitesse de recopie de la Bible. Entre avant Gutenberg et après Gutenberg, la Bible, elle est juste propagée 60 fois plus vite, mais aussi les autres livres. Et d'une certaine façon, c'est un acte décisif pour la science moderne, puisque du coup, le sujet peut lui-même apprendre, lire, se faire une opinion, la politique moderne. Et donc, ça a défini la posture du sujet moderne. Et au même moment, vous avez la perspective qui est inventée au même moment, à peu près au même siècle, par Alberti. Et c'est la posture du sujet moderne aussi, comme étant à l'extérieur d'un tableau, regardant un tableau. Ce qui se passe maintenant,
les facteurs de diffusion de l'information sont radicalement accélérés. Comme on sait, tous les 18 mois, ils sont à peu près doublés. Et puis, la notion de représentation même, et je pense que les univers immersifs, etc., vont jouer un rôle là-dedans, vont travailler en fait en profondeur nos sociétés et vont ouvrir probablement une nouvelle renaissance. C'est ce qu'on veut espérer. Pierre, et après, parole au public. Très simplement, je dirais que depuis l'humanité, je ne parle pas de Sapiens, là je remonte effectivement à plusieurs millions d'années, et pas à 300 000 pour Sapiens, il y a un lien que le roi Gourand a beaucoup insisté, l'anthropologue, sur un double lien de l'humain au monde. Et il dit que c'est un rapport technique et d'action sur le monde, indispensable. Et donc la transformation, ou je dirais l'évolution humaine, est complètement liée évidemment à ces évolutions techniques qu'il a lui-même produites. C'est pour ça que je parlais de civiliser les mondes issus de la civilisation. Mais le deuxième élément du rapport de l'humain au monde, on n'insiste pas assez, il est symbolique. Il passe notamment par les croyances, les mythes, et justement on retrouve la dualité du sujet, ce double rapport. Pour simplifier, je dirais que le rapport technique est un rapport du comment agir, et le rapport symbolique est comment comprendre, comment représenter le monde, comment fonder la croyance collective qui fait qu'il y a une société. Donc c'est cette double question, comment faire, comment agir, comment penser, et pourquoi, quel est le sens. Et ce qui manque justement dans les débats contemporains sur l'IA, c'est on répond au comment faire plus vite, plus efficace, plus fiable, plus productif, tout ce que vous voulez, mais on abandonne le pourquoi, ou le sens n'est pas là. Et c'est ça l'enjeu principal, c'est le pourquoi. Je pourrais ajouter, juste pour finir, Isidore de Séville. Isidore de Séville, c'est un grand érudit qui a inventé la première encyclopédie au 6e, 7e siècle. C'est un père de l'Église. Il est devenu d'ailleurs le saint patron de l'Internet pour le Vatican, parce que justement, il a créé la première encyclopédie. Isidore de Séville dit il y a deux questions que se pose l'être humain. Donc là, ce n'est pas le roi Gourand. Il dit c'est comment vivre et comment mourir, et pourquoi vivre et pourquoi mourir. Et l'humain pose la question du pourquoi. Il ne pose pas simplement la question du comment et du calcul. Merci de nous rappeler à cette vérité élémentaire. Alors, question. J'ai vu un bras, il y a quelques... Oui, alors, attendez, première question. Allez-y, monsieur. Oui, si vous permettez, je vais m'en prendre un petit peu à ces grands savants, là, ces savants, façon de parler, quoi, des savants de savoir. D'abord, vous, madame, je vous remercie, vous avez introduit 0 et 1. Pour moi, le 0 dans votre histoire, c'est bien qu'au XVIe siècle, donc, en métropole, il était inventé aussi par les Indiens, et on se sert de ça au lieu de dire que le courant passe ou passe pas. Bon, ça, c'est juste une question de... Bon, après, ah non, c'est pas du tout ça. 0, c'est un chiffre. Hein. Oui, donc un chiffre, mais sans parler de chiffres, sinon on peut parler de mathématiques, c'est un peu mon domaine. Bon, après, pour la science, effectivement, la définition de la science, pour moi, elle est plutôt, c'est un savoir qui est réfutable, hein, c'est-à-dire qu'on va toujours en avant là-dessus. Pour vous, messieurs, vous avez parlé du mot diagnostic. Bon, de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit d'un diagnostic sémiologique et à partir de là, donc basé sur nos sens pour pouvoir comprendre la pathologie de la personne, le diagnostic de l'imagerie, c'est-à-dire tout ce qui passait par la radio, etc., les IRM et les scanners. Bon, ce diagnostic-là, qu'est-ce que l'on fait? Un diagnostic positif aurait mis à quoi? Est-ce que l'on fait un diagnostic différentiel pour voir ce qui n'est pas, ou ce qui peut être, ou est-ce qu'on a fait après ce qu'on pourrait, en tant qu'expert, puisque j'ai été là-dedans, on puisse avoir cette poussée diagnostique. Bon, alors ma question est justement pour la découverte. Ce mot, la découverte, vous savez qu'elle est soit par hasard, soit par sérendipité, puisqu'on a parlé, soit par donc statique, et puis là, vous avez introduit le mot imaginaire. Donc, est-ce que ce quatrième méthode de voir justement par l'intelligence artificielle, est-ce que c'est cet imaginaire qui nous pousse, comme l'homme, à aller toujours de l'avant,
de pouvoir construire ce qui se passe avec le passé et les données qu'on accumule pour pouvoir aller de l'avant dans ce sens de la découverte. Je résume rapidement le rôle de l'imaginaire dans la création scientifique et technologique, pour aller très vite, hein, évidemment. Il faut le mettre au pluriel déjà, ce sont les imaginaires, et pas simplement l'imaginaire d'un individu, ce sont les imaginaires. Vous n'avez qu'à voir, je vous donne des exemples sur la côte ouest dont j'ai parlé, mais regardez ce qu'a fait Steve Jobs ou ce que fait Elon Musk, et réciproquement ce qu'ont fait des gens comme Spielberg ou Kubrick, et qui ont travaillé ensemble pour créer collectivement, c'est des collectifs qui créent des imaginaires, mais il n'y a pas que les imaginaires des concepteurs, il y a les imaginaires des utilisateurs, c'est comme ça qu'ils vont rentrer dans des logiques d'usage ou pas. Par exemple, je vous prends une vieille techno, la télé, que tout le monde aujourd'hui utilise. Il y en a 4 ou 5% qui n'en ont pas de télévision, aujourd'hui encore en France. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un récit très précis, ils ne veulent pas la télévision pour des raisons précises. Par exemple, parce qu'ils pensent que c'est une concurrence avec l'éducation des enfants, ou parce qu'ils pensent que c'est nul, peu importe. Donc ils argumentent sur cet usage qui est le refus d'une technique, et d'ailleurs ceux qui n'ont pas de smartphone, par exemple, et ils n'en veulent pas, ils savent pourquoi. Parce qu'ils ne veulent pas être transformés, par exemple, en gardiens d'immeubles, etc., ou de parking. Donc il y a dans les logiques d'usage, il y a toujours des imaginaires, c'est-à-dire des représentations collectives, pourquoi je vais utiliser ou pas. Mais je pourrais prendre la littérature, la publicité, les journalistes, etc., produisent des imaginaires, et donc ce sont ces logiques d'imaginaire qui collaborent ou qui s'affrontent ou qui se concurrencent dans la production. Juste sur le diagnostic, je voulais dire qu'il y a eu c'est ce que dit, je vous recommande un très bon bouquin qui n'est pas de moi, sur l'intelligence artificielle et humaine, c'est Daniel Handler, c'est publié chez Gallimard, Intelligence humaine, intelligence artificielle, deux énigmes, parce que l'énigme porte sur les deux types d'intelligence. Pierre, très vite. Et Handler dit... Il nous reste 4 minutes 30. La première, on est passé de la première à la deuxième, puis à la troisième, celle du diagnostic de l'IA, parce que chaque fois, il y a eu un repli. On s'est aperçu que d'abord, on voulait tout le raisonnement, ensuite l'expertise, et maintenant, on est limité au diagnostic, qui peut être un diagnostic, par exemple, pas simplement médical, mais sur des pannes. On peut diagnostiquer des pannes et intervenir directement. Merci. Alors, il y a une question. Madame, allez-y. Vous nous avez cité NVIDIA, OpenAI, les Américains. Est-ce que vous avez des exemples européens ou français à nous citer? Une autre question, la suite. On a parlé de la conscience, enfin, beaucoup de personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire, oui, la conscience? Bon, alors d'abord, la question, Sébastien, oui, la première question. On a des acteurs européens de premier plan mondial. Simplement, la plupart du temps, ils ne sont pas sur les technologies de grande consommation, donc qui touchent le grand public, et du coup, ils sont relativement peu connus. Mais dans le monde du semi-conducteur, on a ASML, on a ARM, qui sont j'aime bien dire des détroits au sens géopolitique, c'est-à-dire ce sont des points de levier géopolitique sur ces sujets-là. ARM, ASML, l'Europe peut être fière d'avoir ces technologies-là. Et puis après, si on anticipe sur le calcul quantique, etc., l'Europe a des réels atouts. Deuxième, sur le niveau du logiciel, bon, Dassault Systèmes, je suis obligé de parler de mon entreprise en disant il y a un champion mondial du numérique qui équipe à peu près, vous avez plus de 50% des médicaments dans le monde qui utilisent nos plateformes pour être conçus. Vous avez à peu près 9 avions sur 10 dans le monde qui sont conçus avec nos plateformes, etc. Donc il y a des champions mondiaux qui sont en Europe. Mais qui sont parfois mal connus, en l'occurrence. Voilà. Allez, une autre question. Ah, je vois un bras. Oui. Rapide. Question rapide et réponse rapide. Oui, voilà. Question très rapide à monsieur. Allez-y, monsieur. Je suis médecin et votre intervention m'a à la fois passionné et fait peur. Parce que, bon, pour l'aide à la radiologie, parfait. Ensuite, vous dites que les médicaments, il y a une aide pour fabriquer les médicaments et pour mesurer leur efficacité, quid du psychisme du patient et de l'effet placebo. Enfin, je ne sais pas si ça... Voilà. Sébastien. Je suis très inquiet parce que aussi j'ai vu ma communauté se déchirer depuis 3 ans et se balancer à la tête des
l'incompétence mutuelle et dire je possède la science et les autres je possède la science. Bon, on ne va pas revenir sur ces débats, mais peut-être sur la question. Réponse en 2 temps sur les médicaments. En fait, c'est la notion du coup d'essai clinique en fait qui est en train d'évoluer. Et vous connaissez très bien les essais cliniques permettent de valider le fait qu'un médicament peut être mis sur le marché. Comment ça a évolué? D'abord, Moderna 2020, on les a aidés avec notre plateforme à accélérer en fait la mise sur le marché du vaccin. Pourquoi? Parce qu'on arrivait à gérer instantanément toute la donnée issue de la cohorte. Et en même temps qu'on arrive à gérer cette donnée-là, ce qu'on arrive à faire, c'est à s'appuyer sur la donnée historique d'autres essais cliniques. Alors là, il y a des techniques statistiques notamment qui permettent de redresser les données historiques et de les réutiliser. J'aime bien votre question sur le psychisme. Moi, j'ajouterais la nutrition, j'ajouterais des éléments en fait que jusque-là, on n'avait pas intégrés dans les essais cliniques. Il faudra élargir en réalité la vue qu'on a de ce qu'est la thérapie et pas la limiter à la molécule abstraite dans un patient abstrait. Donc ça, c'est un élément cœur. Autre aspect, la représentation du patient pour le médecin, elle peut évoluer. Le radiologue, il n'a plus affaire juste à des radios les unes à côté des autres, il va avoir affaire à des organes virtuels, c'est-à-dire des objets virtuels sur lesquels il va pouvoir diagnostiquer, analyser et puis prescrire. Alors, une dernière question. Dominique Leglu, oui. Sciences et Avenir. Oui, c'est une question pour les spécialistes des mythes. Actuellement, on construit des jumeaux numériques. Ah. Dans les mythes, les jumeaux, ils ne s'assassinent pas toujours. Ah. Rémus et Romulus, ça se passe mal. C'est une question avec. C'est une question en forme de boutade, alors peut-être rapide. Je ne sais pas si Jean-Gabriel Ganassia est dans la salle, mais s'il n'est pas, je vais reprendre ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il a dit que les jumeaux naissaient en même temps avec la même mère. Alors les jumeaux numériques ne naissent pas en même temps avec la même mère. Donc ce ne sont pas des jumeaux. Merci en tout cas. On peut dire que c'est des anges gardiens. Voilà. On peut dire que c'est des anges gardiens. Voilà, peut-être des anges gardiens. Merci en tout cas à tous les trois pour ce débat riche et passionnant. Merci beaucoup.